Si j'ai bien compris sa question, il dit que les pays du Maghreb ont tout intérêt à s'aligner sur les pays développés en termes de technologie, en termes de moyens d'innovation. C'est tout à fait légitime. Et tous les pays du Maghreb ont tendance à avoir cette vocation de se développer. Mais entre ce que l'on pense dans les projets et dans les stratégies et ce qui se fait, je crois qu'il y a un écart assez important. Je vais utiliser une métaphore pour dire que il est difficile de s'aligner sur les pays développés comme ça d'un coup de baguette magique. Je perturbe. Bon, monsieur, on le distribue. Il est difficile de s'aligner sur les pays développés d'une manière comme ça, d'une manière précipitée. Pourquoi cela? J'ai dit que dans mon livre, j'utilise une métaphore qui donne une certaine caricature de la situation. C'est que dans les pays développés, dans les pays occidentaux, on utilise le TGV qui fait presque 400 km/h, alors qu'en Algérie, on utilise un train qui fait à peine 120. Quand bien même il y a une volonté pour essayer de se mettre au même diapason que le TGV, je crois qu'il y a des difficultés. Il y a d'autant de difficultés que le pays, historiquement, accuse un grand retard. Alors pour rattraper ça, je crois qu'il faut des décennies et des décennies et des décennies, encore. Qu'il faut aussi une volonté politique. Parce que ce que l'on constate dans certains pays, certes, le pays a besoin de se développer économiquement, parce qu'il y a un besoin sur le plan sociétal, mais seulement la façon de gérer, la façon de mener la gouvernance laisse à désirer. Si bien que on a beau faire des efforts, mais en définitive, on fait du surplace. On fait du surplace et on n'arrive pas à avancer. Donc, voilà le problème qui se pose. Il y a en perspective, certes, des ambitions pour parvenir à un développement, à un équilibre avec les pays développés, mais il reste que si on voit à travers le prisme de la réalité, je crois qu'il y a beaucoup de difficultés pour rattraper ce retard. D'abord, sur les conditions de moyens. Quand on constate, on voit par exemple les pays du Maghreb, je connais l'expérience algérienne. La plupart des cadres sont partis. La plupart des cadres qui peuvent servir le pays et qui peuvent donner une impulsion au développement sont partis. Pourquoi ils sont partis? D'abord parce que les conditions de développement du pays ne se font pas dans des conditions normales. De plus, en termes de rémunération, les cadres perçoivent une rémunération profil bas. Et de plus, ils ne disposent pas des moyens pour prospérer. Alors, qu'est-ce qui leur reste comme alternative? C'est d'aller dans les pays européens, dans les pays développés, où il y a des laboratoires, des moyens pour acquérir justement une formation positive. Mais comme vous avez dit si bien que dans les pays développés, le maghrébin n'est pas apprécié en fonction de sa valeur professionnelle ou de sa valeur intellectuelle. Il est toujours marginalisé. C'est un fait. C'est un fait parce que comme il y a une sorte de compétition entre les pays maghrébins qui ont autant de valeur, sinon plus parfois, que les gens des pays développés qui ont acquis aussi une certaine avance, c'est à leur mérite. Mais moi je crois que si les pays maghrébins veulent se développer, il faut la substance intellectuelle. Si cette substance intellectuelle manque, le pays ne pourra jamais développer. Parce que vous avez parlé de gestion, de rationalisation, d'innovation. Ça, c'est à la portée des intellectuels, c'est à la portée des cadres. Et si vous voyez une hémorragie des cadres qui se fait au niveau des pays maghrébins, comment voulez-vous escompter
cet apport attendu pour que le pays se développe. Donc, on s'interroge sur l'avenir, on s'interroge, et tous les Algériens, tous les Marocains, tous les Tunisiens se posent des questions, et se posent des questions d'une manière très légitime, parce qu'il y va de leur devenir. Et là, il y a des failles. Il y a des failles qu'il est difficile de combler, et moi je reste un peu sur ma faim. Je suis ni pessimiste, ni optimiste, mais j'observe. Et je vous remercie. Tu peux éteindre chaque fois. Je vais revenir sur un certain nombre de questions. Bon, Abdelkader Djefla, tu as dit que on devait parler de l'entrepreneuriat. Et là, tu as raison, mille fois raison. Mais c'est un thème économique. Je propose qu'on le discute tout à l'heure. Cette thématique, pourquoi elle est importante? Parce que je me permets de faire une page de publicité. Cet ouvrage-là qui s'appelle Algérie Maroc, que j'ai rédigé fin 2010 et paru en 2011, je parle déjà de la société civile, et puis je cite toutes les organisations qui peuvent y contribuer. Il y a l'Union des banques maghrébines qui font des travaux, et il y a aussi l'association du patronat maghrébin, et qui existe depuis pas mal de temps. Mais là, à Marrakech, il y a eu une grande audience. Ils ont fait, c'était dans la presse, dans toutes les chaînes de télé. Donc, plus l'économie se renforce, plus il y a des interdépendances. Et quand il y a des interdépendances, les gouvernements en place ne pourront plus dire on ne peut pas faire le Maghreb. Les frontières, il faut ouvrir ces frontières-là. On est dans un jeu un peu de chat et de souris. On a dit ah oui, mais on a fermé les frontières parce que le Maroc a rétabli les visas, et le Maroc a rétabli les visas parce qu'il y avait un attentat. Moi je dis tout ça c'est du passé. Si les Allemands et les Français sont restés, tu as tué mon cousin et mon frère et ma famille en 1914 et en 1945, etc., je crois que l'Europe n'aurait jamais avancé. Et je pense que la grandeur des hommes d'État et des sociétés, c'est de dépasser ces rancœurs et de regarder l'avenir. Et c'est pour ça que j'ai proposé et par rapport au problème du Sahara justement, et du Polisario, etc., on en a parlé ce matin, j'ai proposé qu'on mette de côté tous les conflits politiques. Quand je dis on les met de côté, ça ne veut pas dire on les nie, ça n'existe pas. Moi, je me rappelle un discours même de M. Bouteflika qui a dit le problème du Sahara occidental relève de l'ONU et nous devons coopérer avec le Maroc. Il l'a dit à Tlemcen, en juin, quand il était encore en bonne santé. Au niveau de cette fameuse problématique d'intégration maghrébine, il faudrait peut-être simplement rappeler que la question de l'intégration maghrébine dans notre univers n'est pas nouvelle. C'est vrai qu'on ne fait pas suffisamment de com', mais je suis aussi coordonnateur avec un certain nombre d'amis d'un réseau qui fête ses 20 ans cette année. Nous l'avons créé en 1994. Il s'appelle le Maghreb de la technologie, MagTech, comme vous voyez ici. Nous avons un site, donc ça fait 20 ans qu'on s'est posé la question comment intégrer le Maghreb scientifiquement et technologiquement. Parce qu'à l'époque déjà, on estimait qu'il y avait un potentiel assez important d'intégration de ce point de vue, compte tenu des universités, compte tenu d'un certain engouement pour la recherche, compte tenu du discours à l'époque qui était ambiant. Et on s'est aperçu que, en fait, chacun travaillait sur des problématiques communes liées au développement scientifique et technologique et au lien entre sciences, technologie et développement. Alors, dans toutes leurs perspectives, à l'époque, on parlait beaucoup de transfert de technologie, c'était encore l'ère des industrialisations, ou disons les premières étapes du lancement des industrialisations. Mais ça ne touche pas que l'industrie, ça touche aussi tous les autres secteurs, l'agriculture et les services. Donc,
Depuis, donc, un petit groupe d'une trentaine de personnes s'était réuni à Sfax, parce que ça a été la ville qui a bien voulu nous accueillir pour ce projet. Et on a fondé, il y a à peu près 6 Marocains, 6 Algériens, 3 ou 4 Tunisiens et des amis français, Mauritaniens. Et nous tournons autour de 400 membres à l'heure actuelle, hein, plus ou moins. Alors essentiellement des universitaires, puisque notre univers à l'époque c'était de rapprocher les expériences, rapprocher aussi les idées, et surtout ne pas travailler en vase clos, puisque l'idée c'est de faire des recommandations à l'issue de nos recherches à destination des décideurs publics, parce que c'est ça l'objet en fait, comment intégrer. Et on a pensé que réfléchir individuellement sur des problématiques communes, ça n'avait aucun sens, puisqu'on avait une proximité, grande proximité, à la fois physique, géographique, mais aussi en termes de position géostratégique, physique, comme je disais tout à l'heure, mais aussi en termes de social et sociétal et culturel, et qu'on ne pouvait pas aborder cette question des savoirs solo. Parce qu'à la base, il faut ce qu'on peut appeler, qui est toujours un problème à l'heure actuelle, des masses critiques, pour pouvoir dépasser un certain seuil d'efficacité. Au-delà, on ne peut rien faire. En examinant, par exemple, à l'époque, on s'est aperçu que la maladie du palmier dattier, bien, il y avait des équipes trois équipes travaillaient en isolation. En Tunisie, il y avait une équipe, en Algérie, il y avait une équipe, et au Maroc, il y avait une équipe. Et elles ont travaillé en défonçant des portes déjà ouvertes, parce que l'une... Alors que si ces 3 équipes, on les avait mis ensemble, et qu'on a constitué un pôle qui s'appelle la lutte contre les maladies du palmier dattier, vous verrez quel élan on aurait pu faire, et comment on aurait pu... Et il y avait des gens d'excellence à l'époque, hein, mais simplement chacun dans un pays différent. Et notre petit mérite, c'était de les amener lors d'un atelier pour qu'ils se parlent. Et puis il y a eu des suites. Bon, après, nous, on s'est intéressé à un autre secteur, parce que bon, on ne peut pas rester que sur ce secteur. Et déjà, il y avait des prémices de pouvoir optimiser, comme ça, des rapprochements sur des problématiques très pratiques, très précises. Ne serait-ce que initier déjà un flux d'échanges d'étudiants maghrébins, ce qui est quand même assez étonnant. On a un flux vertical important et on ne voit pas de flux, ne serait-ce que ça, et ça ne demande pas énormément de moyens. Permettre aux étudiants de passer des stages ou des séjours scientifiques, qui dit étudiants, des Erasmus, ou bien des chercheurs, ou bien, vous voyez, ce sont des choses très simples à faire, et on a pensé que ça, c'était des prémices d'un démarrage pour arriver à de véritables, ce qu'on peut dire, des politiques scientifiques et technologiques régionales, pour arriver, puisque nous avons travaillé sur ce thème, à des systèmes nationaux d'innovation régionaux, et pour arriver évidemment à l'ultime, le Maghreb de la connaissance, hein, qui est évidemment l'ultime. Je parlais ce que disait Gilles ce matin, parce que c'est un objectif ultime qui pourrait nous tirer un peu, vraiment nous faire accélérer le processus à la fois de croissance, développement et puis d'intégration. Donc voilà, ce sont des thèmes que nous avons investis pendant ces quelques années. Nous avons à notre actif presque une dizaine d'ouvrages. Bien sûr, on ne fait pas suffisamment de pub, mais ils existent, je peux vous le promettre. Et ils sont publiés par des éditions maghrébines, parce qu'on voulait que ça soit publié au Maghreb. Donc on a certains qui sont publiés en Tunisie, d'autres sont publiés en Algérie, d'autres sont publiés au Maroc. Et on a bien sûr 1 ou 2 qui sont publiés en France et même en Angleterre, parce que, on a également produit en anglais. Seul déficit, carence, on n'a pas produit en arabe. Bon, ça c'est quelque chose, un retard malheureusement, parmi notre communauté. Il n'y a pas eu... C'est un ouvrage que j'ai fait, enfin, c'est moi qui l'ai fait, mais il a été traduit par Albert H qui est parti, qui était là ce matin. Donc c'est un bon traducteur. D'accord, je prendrai les coordonnées. Mais je pourrais vous aider aussi. Parce que... Voilà, merci. Merci. Donc on a quand même fait un peu de littérature, essentiellement sur ce créneau très précis, bien sûr, des sciences et technologies et le développement des pays du Maghreb. Donc on est vraiment très pointu et on a voulu rester sur un terrain très, très pointu pour ne pas nous étaler sur des problématiques qui nous dépassent et pour lesquelles on n'est pas vraiment spécialiste.
Évidemment, ça nous a amené à travailler sur des secteurs. On a travaillé sur l'eau, par exemple. On a un bouquin qui est produit aux éditions Publicis en France et en Algérie, sur eau et technologie au Maghreb. Vous pouvez trouver tout ça sur le net. Produit aussi sur les défis des technologies de l'information et de la communication au Maghreb. On a produit sur l'innovation. On a 2 ouvrages là-dessus. On a les derniers ouvrages sont Maghreb et économie de la connaissance. J'ai personnellement, mais ce sont des ouvrages personnels, j'en ai 2, et j'ai 2 qui sont maghrébins. Maghreb au niveau national, mais aussi on est descendu à un niveau mésoéconomique pour dire comment la connaissance peut apporter une nouvelle dynamique au niveau des territoires. Donc, développement local et économie du savoir. Vous trouvez tout ça publié. Et je crois que la prochaine fois, je viendrai avec un petit sachet que je vous remettrai gracieusement. Avec plaisir, parce que ça m'a échappé, mais c'est promis. Prochainement, vous m'invitez, je vous amène une copie de chaque. Ça, vous pouvez le mettre dans les locaux. Mais c'est enregistré, en plus. Attention, là, il y a une caméra, je préviens tout le monde. D'accord, bon, ben voilà, je m'engage publiquement. Ça passera sur Facebook, Internet. Oh là là, je vais avoir tellement de demandes alors. Voilà, donc, non mais c'est dire aussi qu'il faudrait peut-être qu'on se connaisse bien plus, sûr, qu'on échange un peu plus entre réseaux et entre société civile, parce qu'il y a des choses... les mêmes objectifs. Voilà, qu'il y a des choses qui se font, mais on n'a pas suffisamment coordonné et bien sûr, cette année 2014, c'est notre 20e anniversaire, alors peut-être qu'on pourra faire des choses ensemble. Pour nous, c'est quand même une date importante. Voilà. Donc, ça avance lentement et je ne vous dis pas énormément de difficultés, bien sûr. Et je ne suis pas là pour dérouler toutes les difficultés, mais il y a des choses qui ont été faites, il y a des ouvrages collectifs communs qui ont été publiés, il y a des rencontres communes dans les 3 pays. Il y a des projets qui ont été faits à 3 pays, Algérie, Tunisie, Maroc, qui ont abouti, financés par l'Union européenne. Voilà, il y a des choses que nous avons fait avancer. Donc voilà, ça c'était pour simplement nous présenter, pour dire que tout ça vous trouverez sur le site. Il suffit de mettre MacTech, il n'y a rien. MacTech, vous tombez directement sur le site. Voilà, et donc la question que m'avait posée Abdelrahman Moutoud, c'est de dire en fait... toi qui parles beaucoup de l'économie de la connaissance, est-ce que ça peut nous aider à résoudre la question de l'emploi? J'ai dit, mon ami, ça c'est une grosse histoire que tu me poses là, mais je vais essayer, parce que c'est pas facile, déjà, comprendre l'économie du savoir, c'est déjà un gros morceau, lié à la question de l'emploi, c'est encore plus difficile, mais c'est la question de l'heure, et c'est vrai que c'est pas à vous que je dis, si on ne résout pas la question de l'emploi, c'est une bombe à retardement qui explosera et qui va faire imploser, comme disait ce matin, c'est toi qui disais, je crois. Les deux, si on ne la résout pas, c'est ça qui va faire imploser les sociétés. C'est là que le voit. Et on l'a vu déjà avec la Tunisie. Alors voilà, donc moi je me suis attaché, je vais être très rapide, donc par dire, bon finalement de quoi parlons-nous au niveau de l'emploi et du chômage. Et est-ce que les politiques qui ont été mises en place, c'est un travail qui se présentait aux Nations Unies, à la CEA, je vous le signale. Il y a 3 ans, 4 ans. Voilà. C'est pour ça que je les remercie, parce qu'ils m'ont donné aussi quelques données statistiques. Donc ils l'ont chez eux répertorié, mais ça c'est une synthèse d'un plus grand travail. Oui, voilà. Donc, quelle situation de l'emploi et du chômage? Quels sont les résultats? Parce qu'il y a eu des politiques qui ont été mises en place, il faut peut-être aussi se poser la question. Ça a donné. Et en fait, quelles sont les perspectives pour un nouveau régime de croissance fondé sur la connaissance et créateur d'emplois? Tout simplement, ce sont des questions très simples. Et c'est pour ça que je vais essayer de les aborder donc, tour à tour, mais très rapidement, je ne veux pas monopoliser la parole. En regardant très rapidement la situation de l'emploi et du chômage dans les pays du Maghreb, en faisant un tour très rapide sur le paradigme, ça a été dit, exposé par Gilles ce matin, mais donc je ne vais pas m'attarder. Et puis peut-être pour le débat, la dernière partie sur les jalons d'une vision collective et maghrébine pour la question du chômage, parce que je crois que si on la résout collectivement, elle sera résolue plus facilement que si elle était résolue individuellement. Voilà, c'est la thèse que je défends. Et ça a été dit tout à l'heure, donc je n'invente, je dis rien d'original.
Alors, comme tout le monde le sait, c'est vraiment l'un des gros problèmes dont souffrent les pays du Maghreb, sans exception. Si on voit ici, c'est les données que nous donne la Banque mondiale 2012, vous voyez que là où le chômage est reparti à la hausse à partir de 2010, c'est bien en Afrique du Nord, comparé à un certain nombre de pays où il est stabilisé, où il descend. Donc nous avons un vrai problème en termes de sous-région, de chômage structurel qui n'arrive pas à diminuer. Et si on voyait les chiffres, quand on voit le nombre d'emplois à créer, eh bien c'est un gros problème parce que nous avons à l'horizon 2020, comme vous le voyez, un total de presque 14 millions d'emplois à créer. Et or, les machines économiques par pays, comme vous voyez, il y a des déficits à la fois. Là, je ne parle pas que du Maghreb, je parle de l'Afrique du Nord aussi. J'ai intégré aussi l'Égypte. Eh bien, comme vous voyez, les chiffres sont extrêmement importants à créer, la saison 2020. 3 millions d'emplois pour l'Algérie, l'Égypte c'est déjà 6 millions, le Maroc c'est 2,5 millions d'emplois à créer, en tout cas 14 millions. Alors est-ce que les machines économiques sont en mesure de créer 2020? C'est demain, c'est pas une date hypothétique lointaine. Nous avons un vrai problème de création d'emplois face à ces données qui, bien sûr, sont très importante et contraignante. Donc, mais lorsqu'on voit le taux d'occupation des jeunes et des 14 à 15 ans, eh bien, on constate que nous avons un double défi. Non seulement créer des emplois futurs, mais résoudre déjà les emplois des populations à l'heure actuelle sur le marché du travail. Donc on a deux problématiques, parce que le marché du travail déjà n'occupe qu'une partie des travailleurs, vous voyez, entre les 15-24 ans, surtout les jeunes. On a les taux ici en 2010, il y a que 50% qui sont vraiment occupés en Algérie, 42% au Maroc, 41% en Tunisie, etc. Donc nous avons un vrai problème ici. Alors le chômage, je ne donne pas les chiffres parce que de toute façon ce sont des chiffres très controversés, comme vous le savez, entre les chiffres que donnent les gouvernements et les chiffres que donnent les institutions, organisations internationales. Souvent il y a un décalage et malheureusement il est présent partout ce décalage. Mais en tout cas, comme on le voit, on est pour la Tunisie, on a vu, il est quand même à 14%, maintenant il est un peu plus. Le chômage officiel pour l'Algérie est de 8-9%, pour les organisations internationales il est beaucoup plus important, il touche jusqu'à 20%. Le Maroc également, le chômage atteint 12% en 2012, ce qui est déjà pas facile, et avec un milieu urbain beaucoup plus important qu'au milieu rural. En Libye, la même chose, il a explosé et il est maintenant très élevé, compte tenu de ce que nous a dit notre ami libyen ce matin. Voilà, donc les raisons, bon, c'est pas la peine de les évoquer en détail, c'est à la fois les systèmes de formation qui sont de niveau faible et qui présentent des profils non adéquats pour le marché du travail, c'est l'asymétrie entre les compétences formées et les débouchés, c'est à peu près la même chose. C'est également le système d'enseignement où on est beaucoup plus en train de résoudre une demande sociale, l'université est une grande garderie d'adultes, plutôt que vraiment un centre qui forme des compétences susceptibles de répondre. Bon, je suis provocateur, mais c'est un peu ça, puisque une bonne partie est vouée au chômage une fois qu'ils ont le diplôme, et même l'éducation privée ne résout pas le problème. Parce que même lorsqu'on a examiné le système privé, eh bien, c'est toujours un peu une attente supplémentaire. On met les enfants dans le système privé parce qu'ils ne peuvent pas être directement versés sur le marché du travail, mais c'est un chômage qui est décalé à quelque chose près. Donc nous n'avons pas résolu non plus le problème par la privatisation. Et évidemment, il y a d'autres facteurs plus fondamentaux si en tant qu'économiste. En fait, c'est parce que nous avons une panne économique, tout simplement. Alors, en plus de la panne de l'investissement, qui est un peu généralisée, parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'exige la demande d'emploi, nous avons aussi un gros déficit de la productivité globale des facteurs.
si on n'arrive pas, comme vous voyez, on est vraiment parmi les derniers, si on n'arrive pas à résoudre la productivité des facteurs au niveau de nos machines économiques, eh bien on n'arrivera pas à créer suffisamment d'emplois, puisque la productivité en deçà, et je pourrais élaborer si on avait le temps. Ça, les faiblesses du système éducatif, c'est pas la peine d'aller là-dedans. Les difficultés d'absorption du marché de travail, eh bien, elles sont multiples et variées. Je n'aurai pas le temps de les voir tous, mais il y a d'abord le problème de la croissance. Il faut savoir que nous avons un problème qui est minimisé, c'est celui de déficit de croissance. C'est-à-dire que les machines économiques ont été en panne pendant suffisamment longtemps, n'ont pas créé de la croissance suffisante, globalement les années 90, après les ajustements structurels. Et on a non seulement à combler le déficit de croissance, qui est autour de 3-4% pour l'Algérie et le Maroc, mais aussi à arriver à une croissance qui soit suffisamment élevée. Donc en tout pour tout, comme quelqu'un a dit ce matin, une machine qui absorberait à la fois du déficit de croissance hérité des années 90, post-ajustement, et les nouvelles demandes, on devrait tourner entre 11 et 14% de taux de croissance annuel, pour pouvoir résorber à la fois le déficit et faire face à la demande actuelle. Vous voyez qu'on est quand même avec une problématique assez complexe, et que lorsqu'on fait du 6%, on dit on est satisfait. Eh bien non, nous resterons toujours en déficit, parce que ce n'est pas le 6% qui va résorber tout ça. L'industrie, qui était l'un des secteurs moteurs, créateurs d'emplois, hein, je me rappelle à l'époque, quand on sortait d'université, on a fait le choix entre 3 jobs possibles. Quand j'étais jeune, je sortais de licence, on pouvait choisir son emploi, hein, on faisait la fine bouche. Parce que c'était la période où le secteur industriel en plein essor, dans certains pays, eh bien, absorbait tout ce qui sortait du système éducatif. Eh bien, l'industrie est tombée en panne. Le système industriel est tombé en panne, l'investissement industriel, l'administration publique, l'un des principaux pourvoyeurs d'emploi, eh bien, qui prenait plus du tiers des gens qui étaient formés dans le supérieur, eh bien, se trouve asséché parce qu'il est sous la contrainte du programme d'ajustement structurel. Hein, et des modes de régulation nouveaux qui ont été mis en place, donc on ne peut plus absorber. Donc là, sur les principaux secteurs qui étaient des poumons, qui absorbaient, sont en panne eux-mêmes. Et les secteurs privés dont la taille reste limitée, vous savez que c'est une des caractéristiques, ça a été dit ce matin, 90% sont des entreprises familiales, et qui ne recrutent que dans le cercle familial, ou à peu près, ou très peu en dehors. En tout cas, elles n'ont pas des capacités de recruter massivement des travailleurs. Donc qui va recruter alors finalement? Si ni l'industrie, ni l'administration, ni le privé, qui va? Eh bien ça va aller massivement dans le secteur informel. Ça a été dit ce matin, je crois qu'il y a un travail dans le bouquin sur le secteur informel. Le secteur privé, et alors c'est nourri par le secteur informel, mais ce sont évidemment des refuges et de précarité. C'est absorbé par les migrations illégales, et ce qui explique aussi malheureusement, les harragas, hein, qui prennent les bateaux et qui traversent, et aussi secteur rural n'absorbe pas parce qu'il n'a pas d'attractivité suffisante pour les jeunes. Les jeunes ne veulent pas aller travailler. Dans le monde rural, moi je connais des gens qui ont des unités agricoles qui ont un problème inverse. Ils ne trouvent pas de gens pour travailler. Ils ont un déficit de main-d'œuvre. C'est assez étonnant, hein, dans un Maghreb qui a du surplus, du chômage, il y a des gens qui ne trouvent pas de travailleurs. Dans le monde rural, bien sûr. Donc nous sommes sur des problématiques, et ce qui nous a amené à calculer l'efficience du marché du travail avec des scores allant de 1 à 7, et comme vous voyez, regardez par le calcul, ça a été calculé par d'autres, bien on voit qu'on n'est pas, en termes d'efficience du marché du travail, on n'est pas parmi les meilleurs. Regardez les rangs, nous sommes classés, l'Algérie 127e sur 133, c'est pas joyeux, hein. Le Maroc 129e, hein. Tunisie 98e, Mauritanie 94e, j'ai pas le chiffre pour la Libye. Le Maroc, le Danemark, qui lui n'a pas de problème de chômage, eh bien, il est à la 19e position. Donc nous avons un problème d'efficience du marché du travail qu'il faudra régler. Alors, voilà, ça c'est le constat. Alors, est-ce que l'économie du savoir peut nous amener une réponse? Ça, c'est la deuxième grande question. Bien, d'abord, il faut savoir, si on examinait la structure du chômage, c'est que ceux qui sont en chômage, ce sont ceux qui sont les plus diplômés.
Donc nous avons quelque chose avec le savoir, une crise. Ce n'est pas les peu diplômés, hein. Comme vous voyez ici, eh bien, ceux qui ont les moins de diplômes, c'est ceux qui ont le chômage, le taux de chômage le plus faible. Donc plus vous êtes diplômé, plus vous avez des chances de rester au chômage. Ça veut dire que le savoir, ici, pose un problème. L'économie n'absorbe pas le savoir, n'absorbe pas la connaissance. Ça, ce n'est qu'un constat. Hein. Donc on le voit ici. Par conséquent, il faut voir comment est-ce que... Alors, pour rappel, ça a été dit, le fameux modèle de l'économie du savoir qui est les 4 piliers. Alors ça fait 10 ans qu'on travaille sur ça, hein. C'est pas nouveau. J'ai tout un ouvrage là-dessus, si ça vous intéresse. Hein. Donc on a déjà assez trituré, en le critiquant d'ailleurs ce modèle à 4 piliers, on a calculé les coefficients, tout ça c'est publié, mais il reste le seul qui domine à l'heure actuelle dans la région. Je vous rappelle que c'est la World Bank Institute qui l'a mis en place après les travaux de Dahlman et Stiglitz des années 96, mais ça remonte jusqu'à Arrow, hein, jusqu'à l'économie de l'information. C'est les années 50. Donc c'est des sources anciennes, mais qui a été mis au bout du jour, et il faut voir comment ça a été approprié par la World Bank Institute. Et moi j'ai eu le plaisir de travailler avec l'équipe de la World Bank Institute sur les coefficients. Donc sur la sous-région, bien entendu. Et comme on le voit, vous l'avez dit ce matin, tu l'as dit, hein, nous ne sommes vraiment pas parmi les meilleurs, puisque les coefficients, les KEI, les fameux les indices de la connaissance, les Knowledge Economy Index, on est à 3,22 pour l'Algérie, 4,42 pour le Maroc, c'est 3,52, Mauritanie 2,36. Les pays émergents tournent autour de 5,6. Donc on est quand même en décalage, on est même en dessous de la moyenne régionale. Donc c'est un gros problème. Il faut peut-être gagner sur cet indice qui est composé, comme vous le voyez, des 4 piliers, de la régime d'incitation, gouvernance, entre guillemets aussi, de l'innovation, bien sûr, les systèmes d'innovation, l'éducation et la formation, et les TIC. Or, il s'avère que lorsqu'on voit la compétitivité des nations, et qu'on met les indices de compétitivité et les indices de la connaissance, vous voyez qu'il y a une corrélation, il y a une tendance, régression assez forte. Plus vous avancez dans l'économie du savoir, plus vous êtes compétitif sur le marché international. Ça, ce sont des calculs qui ont été faits. Donc, il n'y a aucun doute que si on avance sur ça, on avance sur la compétitivité. Et si on avance sur la compétitivité, on avance sur la création. Et les corrélations sont tout à fait... On peut les calculer et les montrer si on avait le temps. Alors, il s'avère que ce n'est pas simplement une affaire de politique macroéconomique, c'est une affaire d'entreprise, ça a été dit ce matin. Est-ce que l'entreprise maghrébine est suffisamment imbibée de ce concept, de ces principes, qui relèvent évidemment de cette révolution de l'immatériel? On a fait des tests. Il y a par exemple dans un échantillon de PME, 150, 44% n'investissent rien dans l'immatériel. Lorsqu'ils investissent, c'est toujours du concret, soit des équipements, soit des... Vous voyez, nous sommes à l'orée de la révolution de l'immatériel. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne croient pas à l'immatériel. Or, c'est l'immatériel maintenant qui crée la richesse. Il y a aussi une révolution des mentalités à apporter. C'est peut-être notre travail aussi à nous de sensibiliser. La plupart des entreprises et des PME ne disposent pas de services de R&D, mais ça, bon, de toute façon, c'est un lieu commun de le dire, et ne se livrent qu'à des innovations incrémentales. On connaît les relations université-entreprise qui sont difficiles. J'ai commis un ouvrage il y a 20 ans là-dessus, sur comment les trajectoires des entreprises et celles des systèmes éducatifs ne sont pas parallèles, ils sont divergents. Vous avez le système qui va d'un côté, et c'est ces trajectoires qu'il faut régler. La dominante de l'entreprise familiale, on l'a vu, et évidemment l'engouement pour l'éthique. Seuls 50% des entreprises sont réellement dans l'environnement de la révolution informatique, la moitié ne le sont pas. Ils ne font ni de l'intranet, ni du B2B, ni etc. etc. Bon, dans les détails. Alors, quelles sont les nouvelles opportunités créées par l'économie de la connaissance? Je vais être très rapide puisque ce sont plus des interrogations. D'abord, la dématérialisation de l'emploi. Le fait que l'emploi ne soit pas situé qu'à un seul endroit, d'une part, et qu'il ne soit pas situé forcément dans les murs de l'entreprise. C'est une autre opportunité. Donc, il est nécessaire d'avoir une nouvelle, d'abord,
relancer l'industrie. Il faut savoir que globalement, cette panne industrielle qui les analystes appellent la désindustrialisation. Nous sommes dans une vague de désindustrialisation qui a commencé à peu près les années 90. Je peux vous montrer des chiffres. Donc, réindustrialiser. Donc, il faut reprendre l'industrialisation au niveau, comme dit le concept de l'ONU dit, moving in and up. C'est-à-dire aller dans la compétitivité industrielle, mais aussi en haut de gamme, en allant vers les chaînes de valeur de plus en plus importantes. C'est la notion de chaîne de valeur, économie du savoir, les emplois liés à l'approfondissement de l'usage d'éthique, il y en a beaucoup, à la fois l'intensification de l'usage d'éthique pour des besoins professionnels, on a des expériences, les centres d'appel, les téléconseils, etc. etc. L'intensification des secteurs des services, on est aussi en déficit, malgré le fait que, puisque une bonne partie de l'économie du savoir est portée aussi par un niveau d'insertion dans l'économie de services relativement important, lorsqu'on voit les économies qui sont les plus performantes en termes d'économie du savoir, ce sont aussi des économies qui sont insérées fortement dans l'économie de services. Ce sont les pays scandinaves. Il faut voir la part des services. C'est eux qui sont toujours Suède, Finlande, Danemark. Voilà. Toujours les 5 premiers, c'est là-bas que ça se passe. Et nous avons un déficit, puisque le champion de l'économie de services Tunisie n'est qu'à 57%. Or, il faut monter en puissance vers 65%, donc 70% si on veut être à la moyenne mondiale. Et cela, avec l'économie de la connaissance, c'est possible. Et si on augmente cela, eh bien on aura augmenté les taux de croissance de 3 à 3,5%, et on aura augmenté le taux, réduit le taux de chômage jusqu'à de moitié dans cette perspective. Et évidemment, on parlait de femmes ce matin, bien sûr, c'est central comme préoccupation, toutes les nouvelles opportunités que l'offre l'économie du savoir au travail féminin, à partir du travail à domicile. Quand je dis ça, les femmes disent je m'excuse, parce qu'on ne veut pas les maintenir à la maison, forcément, mais il y a quand même des perspectives pour les femmes qui n'ont pas la possibilité de sortir pour des raisons familiales ou autres. Donc elle ouvre tout un potentiel de travail à distance, c'est important, taux d'activité féminin qui dépassera, ne dépasse guère 30% pour le Maroc, 42%, et encore 11 sous-emplois, n'est-ce pas? L'économie de la connaissance exige un taux d'insertion de la femme beaucoup plus important, comme l'ont vu des pays qui sont avancés sur l'économie du savoir. Il est à 2 fois presque aussi important que, en tout cas, il tourne autour de 60, 65%, 70%. L'auto-entrepreneuriat s'est permis par cette économie. Vous voyez toutes les nouvelles formules avec le crowdfunding, et le financement par les plus grands nombres, et la relance des systèmes d'innovation, puisque nos études sur les 3 pays, j'ai eu l'occasion d'étudier le système d'innovation marocain, pour le compte de la UNTAD avec le professeur Anderson, et nous sommes à peu près dans les mêmes configurations. Et nous sommes dans des systèmes d'innovation en panne qui sont désarticulés, fragmentés. Il y a beaucoup d'institutions, mais elles ne se communiquent pas entre elles. Donc on a besoin de rétablir cette vision systémique. Et il y a des publications que nous avons faites sur ce sujet. Et donc notre perspective, c'est d'aller vers le grand Maghreb de la connaissance et de l'innovation, si on pouvait, parce qu'à mon sens, c'est incontournable. Si on élude cette question, il n'y a pas autre piste qui puisse créer, ni la finance, ni quoi que ce soit. C'est ça qui va aider à arriver à résorber les 20 millions de chômeurs, qui sont un gros défi, une bombe à explosion, à retardement. Et il faut que les décideurs du Maghreb le réalisent. On a beau le dire, et je le dis devant les caméras, je crois que c'est une perspective importante et fondamentale qu'il faut examiner, parce que nous avons des questions de masse critique à régler, nous avons des questions de chaîne de valeur à régler, et nous avons aussi, il ne faut pas oublier dans ce processus que la coopération avec l'Europe peut apporter beaucoup dans ce saut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on intègre les espaces de Lisbonne et de Bologne. Voilà, pour les dire d'une manière très précise, nous devons être partie du Bologne et partie de Lisbonne. Voilà. Et pour aller vers cette trajectoire, je dirais, vertueuse, de les économies tirées par les ressources, phosphate, pétrole, etc., on passerait
aux économies tirées par l'investissement et arriver très rapidement aux économies tirées par le savoir. Je vous remercie. Bon, vraiment, là, c'est complet, c'est dommage qu'on n'utilise pas toutes ces informations, pardon, parce qu'on doit éteindre, voilà, toutes ces informations qui sont une mine d'analyse, et ça demande un effort. Bon, il faudrait que nos dirigeants aussi nous écoutent, oui, je sais bien. Il y a un certain nombre, ton exposé fait vraiment une bonne transition avec mon exposé que je vais vous faire, avant de passer la parole à Inès et puis à Gilles. Sur l'emploi et le chômage, tu as parlé de différences de statistiques. Moi, j'ai contesté publiquement à France 24, qui est très écouté, regardé partout, le chiffre de taux de chômage au Maroc et en Algérie. Le taux de chômage au Maroc, il ne dépasse pas encore 10%. Il atteint le 10 maintenant, heureusement. Et officiel. Le taux de chômage en Algérie ne dépasse pas 9,8%. Et j'ai dit quelque chose, et le journaliste, il a souri, mais il était d'accord avec moi, et je pense que c'est le bon sens. J'ai dit, bon, la France a un taux de chômage qui dépasse les 11%, mais lorsqu'on prend réellement ceux qui ont quitté le marché du travail, on est vraiment autour de 15%. L'Espagne a un taux de chômage qui dépasse les 26%, et en plus, les Espagnols ne prennent pas en compte tous les Espagnols qui ont quitté le marché de l'emploi, qui ont immigré complètement, que ce soit des Espagnols, et j'en connais beaucoup, mais tout le monde m'en parle, qui sont partis en Allemagne, et puis les 300 000 ou 380 000 Marocains qui sont rentrés, ces pauvres Marocains, ils sont pris en charge par personne. Du point de vue statistique, ils n'existent pas. Ils ont disparu. Dans les statistiques espagnoles, ils n'existent plus puisqu'ils ne sont plus là. Et au Maroc, ils n'existent pas parce que, voilà, en Algérie. Donc, si ces pays-là, et la Grèce à 30%, si ces pays-là ont affichent des taux de chômage qui dépassent les 26%, pourquoi dans nos pays on reste à ce chiffre ridicule de 9%? Qu'on sait qu'il est ridicule. On est à 40%. Je l'ai dit, j'ai annoncé le chiffre. Et bien personne ne m'a répondu jusqu'à aujourd'hui. Non mais je l'ai dit à France 24, donc ça a fait tour. Hein, c'est suffisant. Vous parlez de taux de chômage de jeunes ou de moyens taux de chômage global. Ah oui, parce que pour les jeunes en France, taux de chômage, c'est le double des taux que vous avez indiqués. Non, mais le taux de chômage des jeunes, et là c'est même visible, le taux de chômage des jeunes, il doit dépasser 50-60%, c'est visible. Allez dans les quartiers, de tous les quartiers au Maroc ou en Algérie, on les appelle les pauvres hétistes, c'est-à-dire ils tiennent les murs, et le comble du comble, on dit que dans la campagne, le monde rural, le taux de chômage, il est 3%. Bah, évidemment, lorsqu'on pense que les gens qui font des travaux domestiques, qui vont balayer les excréments des vaches et des moutons, c'est du travail, je dis non. En France, comme dans tous les pays développés, nous avons la notion du travail saisonnier. Vous travaillez pendant 2 mois, les vendanges, les semences, etc. Mais vous êtes au chômage réellement et même vous êtes indemnisé. Dans nos pays, effectivement, le travail il est saisonnier, il ne faut pas se leurrer. Les gens travaillent à la campagne pendant un certain temps, le reste du temps, ils sont oisifs. Et quand on donne le chiffre de 3%, il est ridicule. Donc le taux de chômage, il est encore plus élevé que ce qui est affiché. Ça veut dire quoi ? Et là, ça corrobore ce que je dis. Il y avait un économiste marocain qui travaille pour une université, et dans un débat sur l'emploi à la chaîne Média TV au Maroc, je ne me rappelle plus le nom, il y avait le ministre du Travail marocain, le ministre a dit, nous on fait des études, on est en train de travailler sur la question.
le professeur marocain, d'une grande naïveté, je crois qu'il n'aura plus de commande, il a dit oui mais attention, on nous commande des études mais on nous borde le tracé, on nous dit il ne faut pas dépasser les hypothèses, il ne faut pas déclarer tel ou tel chiffre, tout est bordé. Mais j'arrête pas de dire que nous, notre rôle, ce n'est pas de noircir le tableau, notre rôle c'est comme le médecin. Moi je préfère un médecin qui me réprimande, il me dit il faut faire un bon régime et perdre un peu de poids, et il me dit voilà les risques que vous allez avoir, il va être même sévère, il va me faire même un peu, il va me secouer un peu, qu'un médecin qui me dit que tout va bien, vous êtes le plus beau, mangez, buvez sans limite. Je pense que nous, notre rôle c'est le travail que vous faites, tu fais avec toute l'équipe, c'est un travail hautement stratégique, c'est-à-dire que de donner les vraies données, les vrais chiffres pour trouver des remèdes. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une bombe. Et je vais vous dire, en 86, quand j'étais à Alger avec l'ancien maire de Montreuil, député, et il y avait beaucoup, on voyait les jeunes, il a dit, mais c'est une vraie bombe ces jeunes. Dès qu'on est arrivé, lui il n'a jamais mis les pieds en Algérie, moi non plus, en 86, et ça n'a pas manqué, 88 explosions, émeutes, l'armée qui tire sur le tas, les jeunes, etc. Il n'y a pas une prise en considération donc, de ce problème du chômage et des jeunes, ces pays-là, ils vont avoir des gros problèmes, mais ils vont connaître une instabilité. Il y a déjà un développement de délinquance, de criminalité, au point que ça va jouer sur le tourisme, sur les investissements. Donc, il faut vraiment régler ce problème du chômage. Je l'ai dit ce matin, je le rappelle, pour que ceux qui étaient là, je donne toujours 3 schémas. Il y a l'intégration économique, et là, tu l'as dit, ça nous donnerait 3% de PIB supplémentaire, même plus. Il y a la réduction des dépenses militaires, et là, ça nous donnerait 2 à 3% de PIB, et aussi la lutte contre la corruption. Mais une fois, j'ai dit aussi, c'est que j'ai dit avant, et moi j'en faisais partie, on nous traitait, on nous disait, vous allez être jugé pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Ça n'existe plus maintenant. Mais beaucoup de procès de jeunes militants, surtout à l'époque c'était des marxistes-léninistes, on leur disait atteinte à la sûreté de l'État, paf, 15 ans de prison. Je dis, bon, tout ça c'est le passé, mais enfin, maintenant, il faut juger ces corrompus et ces corrupteurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui constituent une atteinte à la sûreté de leur propre État. Parce qu'ils alimentent le mécontentement, ils alimentent l'instabilité, ils alimentent tous les problèmes. C'est eux qui sont, c'est pas le jeune qui va manifester, c'est tous ces gens-là qui, et je le dis sur Africa 24, et Africa 24, elle est regardée par des millions de décideurs africains et puis du public africain. Je fais pas de démagogie, je dis des choses. Je dis il faut préparer l'avenir par tout ça. Et puis ça me fait aussi une transition aussi par rapport à ce que tu as dit. Et là c'est un point important. Et c'est on a parlé du monde rural. Le monde rural a été sacrifié parce qu'on a jugé que c'était des paysans, ils ne valent plus rien. Et en plus, pour qu'ils votent pour le régime en place, il faut les laisser dans leur ignorance, ils sont bien encadrés. Moi, j'étais dans un hameau au Maroc, il n'y a pas très longtemps, et le gars, les gens de la famille, ils parlaient de communisme, de menaces communistes, mais on voit bien le type, il ne sait même pas ce que c'est qu'un communiste, mais c'est qu'il y a un système d'encadrement. Mais il faut sortir de ça aussi. Les paysans, il faut qu'ils soient formés. Il faut des écoles où les enfants, ils étudient l'agriculture, ils étudient l'agronomie. L'agriculture doit avoir un autre visage, c'est que ça devient de vraies industries. Il faut l'agroalimentaire et industrialiser l'agriculture, la rendre compétente et la rendre, lui donner les moyens
pour qu'elle se développe et puis considérer que les agriculteurs, ce sont des travailleurs qui doivent avoir des compétences par la formation. Et là, je peux donner des tas d'exemples qu'on a menés un peu partout dans le monde. On a emmené des Vietnamiens au Mali pour la culture du riz. Je peux vous dire qu'ils ont un savoir-faire. Et ce n'est pas insultant que de dire on va apprendre. Moi, je suis pas compétent dans le domaine de l'agriculture, mais si un jour je dois m'y mettre, il faut que je l'étudie. Un autre sujet là, qui est important, c'est la formation. Les multinationales, maintenant, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant, ils ne cherchent pas le travail le moins cher. Si vous voulez payer 2 sous quelqu'un, mais ce n'est pas ça. Les gros investissements vont dans les pays les plus développés. Les gros investissements, pas. C'est terminé cette période-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des compétences. Et là, si vous voulez industrialiser les pays, je parle du Maghreb, dans le domaine, le Maroc il commence à s'intéresser à l'aéronautique. C'est une bonne chose. Mais là aussi, je pense que pour y arriver, il faut aussi des gens très formés. Et une multinationale ne peut pas se permettre de faire travailler des gens s'il n'y a pas une qualification, s'il n'y a pas des compétences. Voilà un peu ce schéma-là, c'est ce qu'on essaie de développer. Moi, je vais juste, pour ne pas monopoliser la parole, parler de la thématique de la communauté économique. S'il y a des questions, je ne sais pas, si vous voulez les poser ou après, je sais pas. C'est lui qui dit. Moi, je finis, puis après, on fait une série. Vous avez le débat à la fin, les interventions. Oui, les interventions, c'est ce qu'on a dit. On dit d'abord les interventions, le débat à la fin, si vous pouvez patienter, parce que sinon, on va revenir à des questions, mais peut-être c'est mieux qu'on aborde. On a parlé de ces jeunes, parce que le cœur et ça c'est un argument qui doit être vraiment bien ancré parmi tous ceux qui détiennent les clés des pouvoirs politiques, c'est de leur dire, si vous ne réglez pas le problème du chômage et des jeunes et puis des moins jeunes, il faut passer par l'intégration maghrébine et tout ce qu'on a dit. Le seul problème, ça, c'est une vision à moyen long terme, et c'est les chiffres que vous avez, que tu as cités tout à l'heure sur la population algérienne, par exemple, elle va atteindre 50 millions. 40 millions dans 20 ans. Et donc elle va consommer le gaz, etc. Donc l'Algérie ne pourra peut-être plus exporter le gaz. Le Maroc, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces actifs qui vont arriver sur le marché du travail? Donc il faut préparer l'avenir. Malheureusement, et on le sait, il y a des forces qui agissent au niveau du court terme. C'est-à-dire, ils disent, moi à la limite, j'ai 5 ans d'exercice du pouvoir, je suis ministre, je suis ceci et cela pendant 5 ans, il faut que je prenne le maximum, mais après, je m'en fous. Notre rôle à nous, on a une vision de moyen long terme, et c'est un peu notre, je dirais, force aussi, c'est de nous projeter, mais c'est la communauté économique maghrébine que j'essaie de promouvoir, c'est du court, moyen, long terme. Je pars du principe, et là je vais pas essayer de ne pas être long, j'essaie vraiment de ne pas être trop long. Je pars du principe que les pays qui sont développés considérablement, ce sont les pays qui sont constitués en communauté économique. Et l'exemple qui m'a beaucoup convaincu, qui m'a frappé, en 92, nous étions, on était en délégation avec des entreprises françaises et des élus français également au Cambodge. Ils venaient de sortir de la guerre des Khmers rouges. Ils n'avaient même pas l'eau ni l'électricité, ils marchaient en haillons. C'est grâce à l'ASEAN, l'association du Sud-Est asiatique, qui se sont considérablement développés. Et je retournais tous les 6 mois à peu près, et le changement était visible. On voyait un changement. Et le Vietnam, pareil. Au départ, la première fois, il n'y avait que des vélos, ensuite les motos, les gens s'habillent mieux, les magasins changent, les hôtels, mais le progrès, il était visible. Parce que les Thaïlandais ont beaucoup investi, parce que les voisins, pourtant, ils ne s'aiment pas, il y a une détestation, il y a une haine entre ces peuples-là incroyable. Et d'ailleurs, quand on traverse, j'ai eu l'occasion de traverser la frontière
je dirais, terrestre, ils se plaignent les uns et les autres que l'un a piqué les terres de l'autre. Donc ils ont des conflits politiques, ils ont des conflits territoriaux, ils ont des conflits historiques. Il y a eu des génocides entre eux, il y a eu des guerres, mais ils sont pragmatiques par l'économie. C'est ça qu'on essaye d'impulser au niveau du Maghreb. Nous ne sommes que des experts, mais on essaie quand même de recommander ça aux dirigeants. C'est d'arriver à mettre un peu en sourdine les querelles, les petites querelles, et de faire le Maghreb par l'économie, les entreprises évidemment, et la société civile, les étudiantes, les échanges d'étudiants, tout ça, tu l'as dit. Et aussi bien dans les ouvrages qu'un autre ouvrage que je suis en train de finir, il est fini mais il faudrait que je le mette en forme, il y a plusieurs pistes. Quand il y a l'énergie, le Maghreb de l'énergie, et je ne suis pas spécialiste, mais Abdelrahman Mektoul, il est d'accord avec moi, c'est qu'on ne peut pas développer un programme énergétique qui demande 400 milliards d'euros sans une coopération entre l'Europe et tout le Maghreb. C'est que ça qui peut être viable. Il y a également l'agriculture, l'industrie, et par rapport à la désindustrialisation, ça doit être un objectif. Moi, je suis un partisan de l'industrie. En 1992, j'avais fait un article que j'ai publié où j'ai dit que la France, je parlais de la France parce que j'étais chargé du développement économique de toute la région est parisienne. J'ai dit la France est en train de se désindustrialiser et ça va poser beaucoup de problèmes. Et les Allemands, ils ont eu le mérite de garder leur industrie. C'était en 92. Vous voyez les résultats. Et maintenant, tout le monde parle de... Mais à l'époque, il y avait des gens qui disaient « Mais non, la France est un pays de haute technologie, on n'a pas besoin d'industrie. » Et en plus, c'est sale, c'est pas très propre, la mécanique, tout ça. Allez voir les Allemands, ils mettent la main dans le conduit, c'est une puissance exportatrice de machines-outils, etc. Donc, oui, mais le problème, c'est l'idée, elle est là, mais ça n'arrange pas certains. Il y a beaucoup que ça arrange de faire de l'importation. Importer, c'est plus facile et c'est plus lucratif. Voilà. Du moment qu'on maîtrise le réseau de la douane, etc., on a des entrées partout, on a le pouvoir, on fait. Et puis, tous ces accords de libre-échange qui ont détruit aussi des emplois dans ces pays-là, parce que c'était ça. Donc il faut une nouvelle politique économique basée sur l'industrialisation, avec aussi, quand je dis l'agriculture, c'est l'agroalimentaire, l'industrialisation de l'agriculture, transformation agricole, tout ça c'est des schémas qu'on peut développer. Et je vais au point qui me tient à cœur, c'est le seul point qui n'a pas été copié, et je dis ouf, parce que nos amis du PMED copient tout, encore eux, parce qu'ils ont les phrases de frappe, et partout, ils vont dire « Ah ben oui, non mais j'en ai marre, on est pillé ». Ma seule proposition qui n'a pas été encore copiée, mais ça va pas tarder, c'est la monnaie... Non, pas du tout, je l'ai déjà... Comment ? Inspiré. C'est la monnaie commune. Ils n'y ont pas pensé, et ils ne l'ont pas prosé, parce qu'il est trop utopique peut-être. Mais il faut dire aussi, c'est ma spécialité, la monnaie. J'ai fait 2 doctorats là-dessus, donc j'ai une avance quand même sur la monnaie. La monnaie commune, en fin 2010, je propose une monnaie commune pour le Maghreb. Vous voyez que, avec nos intelligences moyennes, nous sommes des sous-intelligents, nous avons vu mieux que certains Européens qui sont partis sur l'euro. Moi, en 1987, j'ai fait une thèse de doctorat sur les taux de change de monnaie forte. Et j'avais dit, il n'était même pas question encore de monnaie unique. J'ai dit, l'écu, il faut le transformer, pour que, voilà les schémas, j'ai mis tous les schémas pour qu'en Europe, il n'y ait pas une monnaie unique, mais une monnaie commune. L'écu, qui règle les échanges intra-européens, et chaque pays garde sa monnaie, vous voyez. Et pour le Maghreb, c'est exactement le même schéma. C'est-à-dire que l'Algérie garde sa monnaie, le dinar, la Libye garde le dinar, les Libyens, les Tunisiens gardent leur monnaie, le Maroc pareil.
Sauf dans les échanges actuellement, les échanges entre sociétés maghrébines, entre elles, il faut passer par le dollar ou l'euro. Hein. Et en plus, ça on est aussi c'est eux qui sont des génies, qui sont plus intelligents que nous, ceux qui décident, hein, les décisionnaires, ils passent par des banques européennes. Donc ils n'ont pas confiance dans leurs banques, donc voilà, ça multiplie les coûts. Donc voilà, les touristes, pareil, il faut des devises pour voyager, entre maghrébins. Les investissements également. La monnaie commune, ça sert, et techniquement ça tient la route, il n'y a pas de doute, parce que j'ai quand même, je discute, je travaille avec des spécialistes aussi pour voir si je ne raconte pas de bêtises. La monnaie commune permet de se passer de devises de cette manière-là. L'Algérie exporte 1,5 milliard vers le Maroc de dollars. Le Maroc exporte vers l'Algérie 1 milliard. Ben, il y a 2 milliards qui vont s'éliminer. Mais ça ne se fait pas par le troc, c'est-à-dire nos sociétés, nous on va travailler, on va se faire payer, mais c'est les banques centrales qui font de la compensation. C'est ce qu'ont fait les soviétiques à l'époque, ce qu'on appelle le rouble transférable. C'est le rouble transférable et il a fonctionné. Tous ces systèmes de paiement, ils ont bien fonctionné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça permet d'économiser les devises, ça permet d'augmenter les échanges. À la limite, parce que je me rappelle de l'Algérie en 88, quand le pétrole est descendu à 15 dollars le baril, 95% des recettes de pétrole allaient dans les services de la dette. Donc il n'y avait plus de devises. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on ne pouvait plus apporter les inputs pour le textile. Il y avait une très belle, on parle de l'industrie algérienne, il y avait une très belle industrie textile, moi je peux être témoin, de chaussures, etc. Mais vu qu'ils ne pouvaient plus apporter des inputs, ça s'est effondré. Moi j'avais beaucoup d'amis dans le domaine. Le Maroc actuellement il a une dette de 35 milliards de dollars. Il va pas, il compte les sous, ils ne vont pas acheter des équipements, etc. C'est très restrictif. Donc si on passe par ce système-là, on va augmenter les échanges. Il vaudrait mieux échanger au sein du Maghreb qu'acheter à l'étranger. Et pour les touristes, c'est pareil. On va vous donner des traveler chèques en dirham, par exemple, mais vous avez la contrepartie qui est dans votre compte. Moi, j'ai 2000 dirhams, ma banque me donne la contrepartie et je l'échange quand j'arrive à Alger, j'arrive à Tripoli, etc. C'est le système que les Chinois ils avaient adopté quand on allait en Chine. On nous donnait le renminbi, le yuan, mais convertible, c'est-à-dire pour les étrangers seulement, pas pour les locaux. Donc tous ces systèmes existent, ils sont rodés, et tout ça, ça peut augmenter les échanges qui sont de 2 à 3% à 40% minimum. Voilà. Bon, je ne veux pas être trop long. Peut-être s'il y a d'autres questions, on peut revenir là-dessus. Mais je vais passer la parole à Gilles et à Inès, et ensuite on passe au débat.